Je suis Mélissa Mialon, je suis professeure adjointe de recherche à Trinity College à Dublin et je travaille également à l'École des hautes études en santé publique. Je suis administratrice du Forum INDEP auprès de mes collègues. Et donc aujourd'hui, je vous fais une présentation qui va être un peu plus rapide que ce que j'espérais faire, et puisqu'on m'avait demandé de faire vu l'heure qu'il est. Mais je vais vous parler des déterminants commerciaux de la santé, qui est un sujet qui prend de l'ampleur en santé publique, en médecine, et qui est c'est le cœur de mon travail. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt, je vais le répéter juste après. Hop. Donc, c'est bon. D'abord, au niveau des remerciements, mes financements, c'est par le Health Research Board, donc le gouvernement irlandais. J'ai une bourse de recherche et puis mes travaux sont financés par différents pays. Voilà, il n'y a pas de financement privé. Je remercie aussi mes co-auteurs de la série du Lancet. Donc, on a écrit une série dont je vais vous parler là sur les déterminants commerciaux. Je vais vous parler de la série, je vais vous parler d'autres publications également et les autres collègues donc, qui travaillent à mes côtés. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, le problème de la façon dont on l'a articulé pour notre série du Lancet, la façon dont on en parle, c'est qu'il y a des industries qui produisent quatre produits, en particulier les cigarettes, l'alcool, l'alimentation ultra transformée et les énergies fossiles, mais il y en a d'autres. On sait que juste ces quatre industries-là sont responsables de 30% des morts chaque année. Et on sait aussi qu'au-delà de ces produits-là, il y a un large éventail de pratiques des industriels qui nous rendent malades. On a parlé par exemple de l'industrie pharmaceutique, qui ont un impact aussi négatif sur notre planète et qui creusent les inéquités de santé. Donc là, c'est le postulat duquel on part par rapport aux déterminants commerciaux. Donc dans notre première publication, là, la série du Lancet qu'on a écrit et qui est sortie au mois de mars, la première publication, c'est la définition et conceptualisation du concept des déterminants commerciaux. On définit ça comme les systèmes, les pratiques et les connexions à travers lesquelles les acteurs commerciaux sont responsables de notre santé et l'équité en santé. Donc, on est parti d'une définition qui est assez neutre. On dit qu'ils sont responsables et parce que voilà, c'est un sujet qui est très, très sensible, évidemment, mais la plupart d'entre nous qui sommes notamment auteurs de la série, on étudie les pratiques qui sont néfastes à la santé en particulier. Alors là, pour vous résumer, on a une figure là dans la publication, et puis bah, je vous invite à consulter la publication, je peux vous l'envoyer si besoin. Mais pour résumer rapidement, donc ce demi-cercle-là, en fait, au milieu, en jaune, c'est la partie visible. Donc, c'est les gens qui sont malades dans notre société, les inéquités de santé. On sait que c'est, bon, pour faire simple, dû à la consommation, à l'utilisation, à l'accès de certains produits que j'ai mentionnés, comme l'alcool, le tabac, etc. Sauf qu'on sait aussi euh, que cette santé, elle est due à notre environnement. Donc, on a accès à certaines informations, on a un statut socio-économique, on a accès à certains services de santé, etc., qui font qu'on va être malade. On sait aussi que cet environnement, eh ben, il est modifié en fonction pardon, des politiques publiques et de l'approche réglementaire qu'on adopte dans nos pays respectifs. Donc, on a des politiques concernant l'environnement, des politiques d'agriculture, des politiques de santé, etc. Et nous, au-delà donc des problèmes individuels de l'environnement et des politiques publiques, on dit aussi qu'on est dans un système politique et économique qui fait en sorte que les industriels agissent de la façon dont ils agissent actuellement. Donc, on a la libéralisation, par exemple, des échanges entre pays, la privatisation, et puis l'économie qui est au cœur des échanges, et là où la santé, par exemple, euh, est transcrite en termes économiques. Quand on étudie les déterminants commerciaux, quand on travaille sur les déterminants commerciaux, on étudie là à la gauche les acteurs commerciaux et les personnes qui travaillent et les personnes et entités qui travaillent avec ces acteurs commerciaux. On étudie, moi par exemple, j'étudie beaucoup les pratiques politiques des industriels, les pratiques scientifiques, la gestion de la réputation, mais il y a également des pratiques financières, la façon dont les industriels travaillent avec leurs employés, les chaînes de production, le marketing, etc. Donc, c'est tout un ensemble de pratiques qu'on étudie et on regarde
comment ces pratiques, en fait, influencent notre système politique et influencent tout ce qui en découle. Et tout ça, c'est fait en sorte, ces pratiques politiques font en sorte que le système reste tel qu'il est. Donc un système, capitaliste, et avec des pratiques néolibérales dans la plupart des pays. Et on sait aussi que ce système, tel qu'il existe aujourd'hui, permet aux industriels de renforcer leur pouvoir. Au niveau des structures de notre, du système actuel qui, hem, qui sont responsables des déterminants commerciaux de la santé, on sait que les normes aujourd'hui font en sorte, de mettre en avant les industriels, les intérêts commerciaux et une élite en particulier. On sait que les externalités, donc tous les coûts sur la santé, sur notre environnement c'est externalisé. Ce n'est pas les industriels qui payent en fait pour ces externalités. Ce sont les gens, les États, à travers nos impôts, on va payer pour notre santé. Ça, c'est pas pris en compte dans le coût des produits. Du coup, vu que c'est pas pris en compte, les industriels peuvent avoir de plus en plus de pouvoir. Et là où l'État a de moins en moins de pouvoir, du coup, parce que la santé, l'éducation, le changement climatique, etc., ça, par contre, les effets négatifs, c'est payé par nous, c'est payé par nos États. Donc, en fait, l'argent du contribuable va beaucoup là-dedans. Et du coup, les industriels continuent à, voilà, dans ce cercle-là, à avoir de plus en plus de pouvoir et de pouvoir continuer à décider des normes. Les moteurs mondiaux, c'était un peu c'est le demi-cercle, c'était l'extérieur du demi-cercle. On sait donc que le marché, les politiques néolibérales sont l'idéal dans le système économique actuel. Ça vient de Friedman et des Chicago Boys. Donc Friedman, qui est un économiste américain, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, qui a mis en place ces politiques néolibérales et la théorie là-dessus. On sait voilà, que face à ces politiques néolibérales, c'est l'idéal, mais parce que les externalités ne sont pas prises en compte. On sait que l'individualisme, donc vraiment se focaliser sur le demi-cercle, sur le jaune, la partie jaune, on se focalise beaucoup, beaucoup en matière de santé publique sur les individus comme voilà, capables de changer leur comportement. Par exemple, le programme national nutrition santé, c'est manger, bouger. Donc, c'est vraiment aux individus de changer leur comportement. Sauf qu'on sait que ce genre de programme creuse les inégalités parce que c'est les personnes qui peuvent changer qui le font. Et les personnes qui ont, par exemple, qui ont un environnement qui est pas forcément, qui ne soutient pas forcément leur santé, qui n'ont pas les moyens socio-économiques, etc., elles ne peuvent pas suivre ces recommandations-là. Donc, en fait, en se focalisant sur les individus en santé publique, on creuse les inégalités en santé. Le philanthrocapitalisme, c'est aussi un des moteurs mondiaux. Donc, vraiment, par exemple, la Fondation Gates et d'autres fondations qui financent par ailleurs, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé et beaucoup d'autres programmes de santé sont mises en avant, sont une solution qui existe, mais on sait que ce sont des solutions qui ne sont pas démocratiques. Donc là où les États sont élus et où collectivement, hein, dans l'idéal, on décide ensemble, pour ce qui est du philanthrocapitalisme, les décisions sont prises de façon très opaque. Donc on sait que ça fait partie des déterminants commerciaux de la santé. On a aussi une élite politique qui est très proche de l'élite économique. Donc, c'est un avantage aussi pour les pays parfois de mettre en avant certains industriels. Donc, Coca-Cola, par exemple, et les États-Unis, ce n'est pas forcément Coca-Cola qui défend, qui défend ses propres intérêts, mais les États-Unis, sur la scène internationale, défendent aussi ces industriels-là. La France avec l'industrie de l'armement. Donc, parfois, il y a collusion entre différents intérêts, les intérêts privés et publics. euh, au niveau international. Dans notre deuxième publication du Lancet, on parlait des entités privées, en fait, vraiment aller au-delà du concept des acteurs transnationaux, par exemple les transnationales, ou bien les industriels qui font des produits qui sont nocifs, parce qu'en fait, on sait que ce n'est pas seulement l'industrie pharmaceutique, par exemple, il y a des produits qui contribuent à la santé, mais il faut aller regarder derrière ça les pratiques des industriels. Au-delà, voilà, de dire, écoute, par exemple, pour l'industrie agroalimentaire, Nestlé souvent, ou Danone sont présentés comme des entreprises qui font certaines choses qui sont positives, mais en fait, si on regarde l'ensemble des pratiques, on sait que globalement, ces industries-là ont un impact négatif sur notre santé. Donc, la deuxième publication, c'est vraiment de découper, par exemple, ce que vendent les industriels, quelles sont leurs pratiques, comment sont-ils organisés, est-ce qu'ils sont transparents, etc., pour vraiment comprendre l'impact de ces industriels-là sur notre santé. Donc, bon, ça c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails,
mais je vais vous donner quelques exemples de pratiques. Donc, par exemple, on sait que aujourd'hui, les industriels tels que Nestlé et d'autres qui sont dans le chocolat ont encore des enfants qui sont esclaves dans les plantations de cacao. Ça, c'est reconnu. Il y a des plaintes devant les tribunaux, etc. Donc, de regarder Nestlé pour certaines pratiques, comme par exemple la baisse du sel dans leurs produits. Les invités, ils ont été invités aux Nations Unies pour présenter certaines démarches qu'ils font. C'est pas anodin et c'est problématique quand on sait que par ailleurs, il y a d'autres pratiques qui sont vraiment, qui sont même illégales. Je parle aussi souvent de cet exemple à la multinationale Chiquita, qui est le premier producteur mondial de bananes. Donc la banane, si on parle de la banane, on a l'impression que c'est un produit neutre ou même positif à la santé, voilà, enfin qui n'est pas ultra transformé, si on parle de l'agroalimentaire. Sauf que Chiquita, par exemple, finance des milices paramilitaires en Colombie contre les personnes qui, euh, qui parlent négativement des conditions de travail. Donc, Chiquita, c'est aussi l'entreprise qui, dans le film Les Mignons, fait manger aux mignons de la banane pour ceux qui ont vu le film. Mais enfin voilà, c'est une grosse entreprise qui a des moyens de marketing très très puissants. Et donc, quand on parle des déterminants commerciaux, pour une entreprise donnée, on prend en compte toutes ces pratiques-là, au-delà de juste le produit, la banane. Bon, il y a l'évasion fiscale, bon, que les entreprises appellent l'optimisation aussi, qui est une pratique qu'on prend en compte quand on parle des déterminants commerciaux. Donc, on sait par exemple, ça c'est un rapport de l'Oxfam, l'association Oxfam, qui avait regardé en France que l'évasion fiscale, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Donc là, quand on parle par exemple des externalités, les industriels font des bénéfices et ils ne payent pas les justes taxes qu'ils devraient payer. C'est au gouvernement du coup de payer pour l'éducation, par exemple, alors qu'on pourrait avoir des revenus de la part des industriels, des revenus qui sont légiférés et que les industriels devraient payer. Donc, bon, via leurs avocats, etc., ils arrivent à ne pas payer tout cet argent, mais voilà, c'est pour le contribuable, ça a un impact négatif. Il y a des stratégies de marché, donc il y avait Nestlé et d'autres entreprises qui étaient appelées le tueur de bébés par leurs pratiques commerciales vraiment délétères. Donc en Afrique, en Asie, dans les années 70-80, les industriels qui allaient dans les hôpitaux en se présentant comme des professionnels de la médecine pour recommander les formules, les laits infantiles. On sait que voilà, ça a tué de nombreux bébés parce que les mamans, en sortant de l'hôpital, elles n'avaient pas les moyens d'acheter des laits infantiles, donc elles diluaient trop la poudre avec de l'eau qui parfois était impropre à la consommation. Donc voilà, c'est des stratégies qui peuvent aller jusqu'à la mort même des bébés et d'autres personnes. L'industrie de l'alimentation infantile en France, ça a été mis en place notamment par Nestlé, Henri Nestlé et Léon Jacquemer de Blédina, de Logo, pardon, de Blédina et Danone. Ce sont vraiment des pionniers dans le marketing médical. Donc, eux, ils ont compris que plutôt que de faire de la publicité directement auprès des personnes, il fallait passer par les professionnels de la santé parce qu'il y avait la crédibilité de la blouse blanche. Donc, le marketing médical, c'est une pratique voilà, qui a plus que 100 ans, qui est toujours très efficace. Un des premiers slogans de Blédina, c'était la Blédine Jacques Mère, la seconde maman, donc vraiment pour remplacer certaines fonctions, mais voilà, toujours dans l'idée de faire du profit. Une note sur les pratiques politiques, là, quand on parle des déterminants commerciaux, les pratiques politiques, par exemple, qui est mon champ de spécialisation et les conflits d'intérêts. Donc, il y a une différence entre pratiques politiques et conflits d'intérêts qui est pas beaucoup comprise, même au sein de la santé publique. Donc, en fait, l'influence, les pratiques politiques, c'est quand il y a une entreprise qui influence une tierce personne ou une organisation. Par contre, quand une personne elle-même en son sein est à une relation. On appelle ça un conflit d'intérêts. Donc, par exemple, un homme politique qui aurait des financements, qui aurait des parts chez Coca-Cola, c'est un conflit d'intérêts, mais peut-être que Coca-Cola n'a pas eu de décision, enfin n'a pas influencé cette décision de l'homme politique de prendre des parts chez Coca-Cola.
Et autre exemple, si Danone va dans les écoles donner des fascicules aux enfants, c'est une forme d'influence, mais l'enfant n'a pas de conflit d'intérêt puisqu'il ne travaille pas en santé publique. Ce qu'on dit aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un conflit d'intérêt qu'on est forcément biaisé, ce n'est pas parce qu'on est influencé qu'on est biaisé, mais il y a ce risque-là, donc c'est important de connaître l'influence, c'est important de connaître le conflit d'intérêt parce qu'il y a ce risque de biais qu'on appelle corruption en politique. On a beaucoup appris au niveau des pratiques politiques sur l'industrie du tabac. Ça, c'est les 7 chefs d'entreprise de l'industrie du tabac aux États-Unis, enfin des entreprises même internationales, qui juraient en 1994 devant les tribunaux ne pas savoir que la nicotine était addictive, alors qu'on le sait de documents internes maintenant que depuis les années 60, ils savaient très bien que la nicotine était addictive. Suite à ces procès-là qui ont été perdus à la fin des années 90, les industriels ont dû payer des frais aux familles victimes du tabac, mais ils ont aussi dû rendre public des milliers de documents internes, donc des mails qu'ils avaient entre eux, des comptes rendus de réunions, etc. Si bien que maintenant, en fait, on a une grosse base de données là en bas de l'Université de Californie avec ces documents internes, des millions de pages de documents internes de l'industrie qu'on peut consulter et on y apprend les différentes pratiques des industriels. Alors moi, je suis ingénieur agroalimentaire, par exemple, mais on sait très bien que l'industrie de l'agroalimentaire, l'industrie de l'alcool, d'autres industries échangent entre industriels. Donc les pratiques utilisées par l'industrie du tabac ne sont pas uniques à l'industrie du tabac. Il y a un wiki, un espèce de Wikipédia fait par l'université de Bath en Angleterre sur les industries, sur les tactiques de l'industrie du tabac. L'Organisation mondiale de la santé s'est aussi emparée de ces sujets-là. Donc, pour l'industrie du tabac, c'est très très clair. Pour l'industrie de l'agroalimentaire, c'est un peu moins clair. Par exemple, là, c'est à Fidji, dans le Pacifique, les îles Fidji, il y avait des Jeux olympiques pour les étudiants au collège, au lycée. Et c'était sponsorisé par l'industrie de la cigarette auparavant. Ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la meilleure idée. Du coup, maintenant, c'est sponsorisé par Coca-Cola. Et donc, les étudiants passent avec la flamme olympique d'usine en usine. Le trophée à la fin a une forme de bouteille de Coca-Cola. Enfin voilà, ça c'est une forme de création de soutien. On sait très bien que c'est de l'influence politique, c'est du marketing, etc. En France, ce qui existe encore de nos jours, il y a des colonies Kinder. Alors ils appellent ça Kinder plus sport. Donc c'est vraiment focalisé sur les individus les plus précaires en plus parler aux enfants du besoin de bouger, de faire de l'activité physique, etc., tout en même temps en faisant vraiment de la publicité agressive. Alors, c'est pas présenté comme de la publicité, mais là, en fait, les enfants ont des t-shirts de Kinder, des baskets Kinder, les serviettes Kinder. Enfin voilà, il y a tout le matériel Kinder et puis ils goûtent même, il y a le même goûter Kinder. Donc voilà, ça c'est une forme de création de soutien auprès des populations les plus précaires qui, à mon sens, est vraiment inapproprié. Puis ben, voilà, c'est ces populations-là qui souffrent le plus des inéquités de santé et de la mauvaise alimentation. Et ça, c'est des choses qui se passent encore aujourd'hui en France. Bon, il y a ça je vais le passer, mais enfin, rapidement, c'est des war rooms. Donc, c'est en même temps qu'ils créent du soutien à les industriels et qui veulent se présenter comme à nos côtés, ils font très attention à ce que les opposants peuvent dire. Donc, enfin, moi, j'ai eu des menaces de procès, par exemple. Il y a des war rooms, donc ça, c'est tout industriel, gros industriel, hein, c'est pas juste l'agroalimentaire, c'est pas juste Nestlé, a comme ça une crise, une cellule de crise une dizaine de personnes où il y a en temps réel, parfois c'est affiché sur un mur, on a une carte du monde et en temps réel, on sait ce qui est tweeté, on sait les messages Facebook, etc. Donc les industriels sont capables de répondre à la critique très très rapidement. Donc ça fait partie de la gestion de leur réputation. La création du doute, je ne sais pas si les personnes là étaient au courant, mais par exemple, la semaine du goût a été créée par le lobby du sucre. Bon, ça s'appelle le Centre d'études et de documentation du sucre, mais c'est eux qui sont derrière cette idée de la semaine du goût. Donc, comment entrer dans les écoles et parler du sucre sans se présenter comme un lobby. Et donc, il y a eu des partenariats avec le ministère de l'Éducation, etc., pour cette semaine du goût. Vin et Société, c'est le lobby de l'industrie du vin en France, fait des petits fascicules. Par exemple, les incollabs, vous avez des questions d'un côté, les réponses de l'autre. Alors, ça va parler beaucoup de la culture, des paysans, pas forcément du vin, mais il y a quelques questions qui porteront sur le vin. Et ça, c'est présenté auprès des écoles, auprès des parents. On sait très bien que ce petit matériel pédagogique est très, très sympa. Les écoles, les maîtresses, les maîtres n'ont pas les moyens de se payer ce genre de matériel pour d'autres sujets.
Donc, c'est du matériel qui pénètre les écoles. Et pour l'industrie du vin, c'est une façon de parler du vin, mais aussi de se différencier des autres alcools. Donc, le jour où l'enfant aura envie de boire, il ira vers l'alcool vers le vin, pardon, plutôt qu'autre chose. Il y a la création du doute aussi qui est très, très, très forte et très importante pour les industriels. Donc, on avait, par exemple, une publication où on avait trouvé que dans les 10 journaux scientifiques de nutrition, les 10 premiers journaux, euh, scientifiques en nutrition. Donc, on ne parle même pas des journaux qui sont un peu moins importants. C'est là où les industriels publient. Ils ne publient pas forcément dans les 10 premières revues de nutrition. Mais même dans les 10 premières revues, on a 13% des articles qui sont financés par l'industrie. Ça monte même jusqu'à 30% pour un des journaux. Donc, on a vraiment une littérature scientifique, par exemple, en nutrition, hein, mais c'est juste un exemple, qui est complètement polluée par les intérêts industriels. Donc, eux parleront pas forcément des effets négatifs de leurs produits. Enfin, on sait bien que cette littérature-là va parler de façon positive de certains nutriments, de certains ingrédients, etc. La création du doute, on avait aussi regardé juste avant la Covid en Amérique latine, parce que c'est là où je travaillais, euh, les, hum, les conférences en nutrition, en diététique. On avait trouvé 92 acteurs de l'industrie agroalimentaire qui étaient présents dans 88% des événements. Donc, c'est des événements qui sont complètement capturés par l'industrie, que ce soit en étant sponsor, en sponsorisant des sessions. Il y avait aussi des bourses qui étaient offertes. Il y a euh, certaines personnes qui travaillent pour l'industrie qui intervenaient pour des présentations. Et puis, bien sûr, il y avait toute la partie euh, ensuite des stands de l'industrie. Alors, la création du doute, elle est aussi un peu compliquée à reconnaître quand vous êtes un citoyen lambda. Et puis même nous, chercheurs, c'est un peu compliqué parfois. Là, je vous l'illustre par exemple avec ce site qui s'appelle l'alimentation du tout petit. En France, quand vous faites Google, vous tapez sur Google alimentation bébé, c'est un des premiers sites, enfin tout du moins à l'époque où j'avais cherché cette information. C'était un des premiers sites qui ressortait. Alors 90% de l'information peut-être, et je n'ai pas évalué, mais est peut-être juste, sauf qu'il y a certaines informations qui sont fausses aussi, qui sont présentées là-dedans. Par exemple, sur le sevrage des bébés, euh, c'est pas forcément l'information qui est recommandée au niveau national ou international. Et en fait, pour savoir qui est derrière ce site sur l'alimentation des tout-petits, il faut aller regarder en bas les mentions légales. Et là, on retrouve le nom de l'éditeur du site, c'est Syndicat français de la nutrition spécialisée, qui ne dit pas grand-chose. La FNS, SFNS, qui en fait, dans l'email, appartient à l'Alliance 7, et l'Alliance 7 elle-même qui appartient à l'ANIA. L'ANIA, en fait, c'est le lobby de l'industrie agroalimentaire. Ça représente les industries de l'industrie agroalimentaire en France. Donc, l'ANIA, en son sein, a l'Alliance 7. C'est une alliance de différents syndicats spécialisés dans la nutrition. Et l'Alliance 7, en son sein, a le syndicat de la nutrition spécialisée. Donc là, c'est l'alimentation infantile, par exemple. Au 9 boulevard Malesherbes, par exemple, là, enfin, vous avez plusieurs syndicats qui sont présents. Ils sont tous hébergés à la même adresse. En fait, c'est des lobbies. Et en fait, il y a plein de sites comme ça où c'est très difficile pour le public de savoir qui est derrière tout ça. Enfin, personne ne sait qui est l'Alliance 7, etc. Sauf que bon, quand on sait, quand on regarde l'adresse, etc., on sait que c'est les industriels. Mais voilà, c'est très, très subtil parfois cette influence des industriels. Et puis là, j'ai repris l'exemple de l'Ozempic là, et puis de ces médicaments miracles, parce que là, on a vraiment un sujet intéressant. Bon, alors, on sait qu'il y avait, que les industriels ont payé des experts pour promouvoir ce médicament. Et puis, il y a même eu, en Angleterre, ça a même fait des scandales, etc. Mais là, il y a eu dernièrement Walmart, donc, qui est une grande chaîne américaine de supermarchés, qui disait, soi-disant, que les gens euh, mangeaient moins de produits de malbouffe, en gros, parce que quand ils prenaient l'Ozempic. Euh, Ce qui est très surprenant, donc ça a fait peur, soi-disant, aux industriels de l'agroalimentaire, mais c'est très, très surprenant parce qu'on sait que voilà, tout le monde n'a pas accès à ce médicament. Enfin voilà, comme si c'était quelque chose d'assez généralisé, que c'était miraculeux, que les baisses de malbouffe étaient déjà visibles aux États-Unis, sauf qu'en fait là, c'est très certainement de la pub cachée en fait pour l'Ozempic qui a demandé à Walmart certainement de vanter les bénéfices du produit en disant que ça avait des conséquences énormes, même pour l'industrie agroalimentaire. Enfin, je crois que c'était
Il y avait eu des produits aussi pour le diabète qui ont soi-disant que les ventes baissaient aussi suite à la prise de ces médicaments. L'influence en politique, bon, elle est aussi évidente. Et puis, je ne vais pas vous expliquer voilà, l'influence de nos hommes politiques avec des financements, etc. Mais là, un exemple en France récent, le lobby de l'alcool et du vin qui a tout fait pour limiter le Dry January, donc le mois de janvier où on dit qu'on ne boit pas d'alcool au niveau individuel. Voilà, il y a une campagne là-dessus. Et on sait très bien que les lobbies du vin, en fait, sont allés jusqu'au pouvoir public pour essayer de supprimer cette campagne, pour que les institutions de santé ne soutiennent pas cette campagne. Les actions en justice, donc je vous ai mentionné, moi, par exemple, pour mes travaux, pour ce que je vous raconte là, je suis menacée de procès. Il y a eu Pierre Ménéton, qui était un chercheur qui avait été attaqué par l'industrie du sel pour simplement avoir euh, écrit un article sur le sel et le vice caché en 2006. Il a gagné son procès, évidemment, parce que c'est des scientifiques qui racontaient. Mais pour les industriels, voilà, c'est une arme d'attaque pour eux de nous menacer parce qu'ils savent très bien qu'on n'a pas les moyens financiers, le temps, etc., de se défendre. Donc, c'est une façon de faire. Et puis enfin, il y a le discours des industriels qui est important. Donc là, par exemple, la Fondation Nestlé qui se présente comme là pour aider les familles et les enfants à bien manger et qui, par ailleurs, pourtant, fait toutes les pratiques que je vous ai mentionnées et bien d'autres. Donc le discours des industriels est très, très, très important parce que pour eux, il permet voilà, de présenter les industriels d'une certaine façon et puis les gens, du coup, ne se doutent pas en fait de toutes les autres pratiques qui peuvent exister par ailleurs. Les risques avec cette influence politique, c'est qu'on ait de l'information qui est biaisée, des solutions de marché aussi. Donc, au lieu de vous proposer de l'alimentation, par exemple, qui est peu transformée, on va vous présenter un nouveau produit qui est reformulé. Donc, en fait, on vous augmente les options que vous avez face à vous, un produit qui est mauvais à la santé, puis on vous propose une reformulation, mais qui n'est pas forcément meilleure. On a un secteur public qui se désengage parce que sur tous ces congrès, par exemple, dans la recherche, etc., si les industriels sont là, eh ben pourquoi est-ce que le secteur public en fait viendrait financer? Enfin, les chercheurs du coup continuent à avoir de l'argent et ne demandent pas au secteur public de financer les recherches. Pour les industriels, il y a aussi cette crédibilité par association qui est importante. Donc, être à nos côtés, par exemple, dans nos congrès, pour eux, c'est avoir leur logo avec, par exemple, la Société française de pédiatrie qui est très, très proche des industriels des laits infantiles. Le logo pour les industriels est très important. Ça donne la crédibilité. Regardez, on est auprès des pédiatres. Donc, ce n'est pas juste avoir accès à de nouveaux réseaux, là, comme je le mentionne, voilà, pouvoir influencer, etc. Mais c'est aussi auprès de la population générale, dire, regardez, on est quelqu'un de crédible. Au niveau du professionnel, bon, il y a ce risque de biais, ce manque d'indépendance, d'impartialité, et puis on est à moins enclin à critiquer évidemment les industriels qui nous financent, bien qu'ils sont présents dans nos congrès, etc. Notre troisième publication finalement dans le Lancet là, sur les déterminants commerciaux, c'était quel futur est-ce qu'on veut? Alors, on veut tout simplement, hein, ce qui est pas, c'est très utopique, mais on voudrait un futur où les intérêts publics soient plus importants voilà, soient mis en avant par rapport aux intérêts commerciaux. On voudrait qu'il y ait, remettre un peu en place toutes ces dynamiques pour que le public ait plus de pouvoir que les industriels, que les États change le système politique et économique dans l'idéal, mais au moins mettre en avant la santé et l'équitabilité, voilà, la protection de notre planète également. Que les citoyens, tous ensemble, il faut vraiment qu'il y ait des mouvements collectifs. Par exemple, en Amérique latine, ça marche beaucoup, ces mouvements collectifs. Donc, ne parler que d'une seule voix quand on parle de santé, santé de la planète, etc. One Health, bon, ça, c'est difficile. Mais c'est quelque chose qui est primordial. Bon, les acteurs commerciaux, on leur demande tout d'abord d'arrêter de s'opposer à la régulation, de respecter ce qui existe déjà. Et puis nous, chercheurs, bon, de continuer en fait à mettre en lumière toutes ces pratiques-là. Les acteurs de santé, vraiment de changer cette hégémonie du modèle biomédical et vraiment de comprendre qu'il y a des pratiques industrielles et qu'il y a des politiques publiques en fait qui vont au-delà voilà, du biomédical. Par exemple, les échanges commerciaux, les échanges les accords de libre-échange, etc.
On voudrait un système où les normes, eh ben, elles soient dans l'intérêt du public, où les externalités, elles soient prises en compte par les acteurs commerciaux dans le prix de leurs produits et dans leurs services, et qu'il y ait plus de pouvoir pour les gouvernements, pour le régulateur, voilà, et au moins que ce soit beaucoup plus équitable, hein. Donc c'est très très utopique, je vous l'avais dit, mais on ose le dire. Pour les chercheurs, il faut vraiment oser questionner ce système-là politique. Enfin voilà, c'est pas juste travailler sur les individus et changement de comportement ou changement des environnements pour être plus favorable à la santé, mais il faut aussi parler de ce système, y compris voilà, les pouvoirs qui sont en place, vraiment parler de qui a le pouvoir, bon, parler des pratiques et des industriels. La science aussi qui est manipulée par l'industrie, il faut vraiment dénoncer. On voudrait demander, enfin, il faudrait demander qu'il y ait plus bon, de financement public. Il faut éduquer sur les déterminants commerciaux de la santé. Donc là, par exemple, il y a eu un nouveau manuel qui est sorti par l'Organisation mondiale de la santé pour les déterminants sociaux, euh, pour, euh, pour, euh, pour apprendre aux professionnels de la santé beaucoup plus l'importance des déterminants sociaux. Bah, les déterminants commerciaux aussi, ça devrait venir dans l'apprentissage en médecine et puis dans la santé. Et puis la société civile, là, alors par exemple, bon, il y a la société civile, mais on parle aussi des docteurs, des professionnels de santé. Puis au-delà, il faut vraiment utiliser notre légitimité, notre autorité pour influencer ces actions. Au-delà de nos patients, au-delà des patients, au-delà des personnes, il faut vraiment, c'est vraiment quelque chose qui touche bon, nos patients, qui touche les patients, qui touche les personnes autour de nous. Mais du coup, il faut vraiment s'emparer de ces sujets-là parce qu'on a un rôle aussi à jouer dans tout ce système-là. Il existe des choses qui sont déjà mises en place, heureusement en France, par exemple la protection des travailleurs. Au niveau de l'OMS, il y a un code international, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais il y a un code qui empêche certaines pratiques de marketing pour les substituts de lait maternel, dont le lait infantile fait partie, et qui est mis en place, pas entièrement, mais qui est mis en place en tout cas en France en partie. Bon, on l'a mentionné, le site de la Haute Autorité, avec tous les biais qu'il a, mais il existe néanmoins comparé à d'autres pays. Certains pays mettent en place un budget bien-être. Bon, c'est pas un changement drastique, mais bon, ça fait partie des choses qui peuvent être mises en place. Donc vraiment le bien-être des citoyens au-delà de la bonne santé, mais qui peut être au cœur des décisions publiques. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Merci.